Il est 8h20, vous écoutez Changeons le monde, alors qu'à Québec, on a un magnifique début de journée, on va se le dire. Ça se peut que ça se gâte par la suite, mais en tout cas, vous allez voir, ça devrait marcher. Je suis en studio avec Samuel Moisan-Dom, qui est candidat au Parti vert dans la circonscription de Charlesbourg-Jacques-Cartier. Aujourd'hui, Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Et depuis 2000, vous êtes là. Et aujourd'hui, en studio, on s'est entendu là-dessus. Là. On ne parlera pas du Parti vert en particulier, mais on va parler de vous, de votre vision, de votre parcours. D'abord, qui est Samuel Moisan-Dom? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question pour commencer. Hein? Ça commence comme ça. Pour résumer, je suis né à Québec. J'ai grandi 17 ans à Stoneham. OK. Après ça, j'étais à l'école secondaire Le Sommet. J'ai fait une année à Sainte-Patrick parce que mon père est anglophone. Mm-hmm. Après ça, j'ai fait mon cégep à Saint-Laurent, ici à Québec. Et, c'est là que je m'en vais, là, au cégep. Ah oui? C'est là que je m'en vais, oui. Ah, c'est un très bon cégep. Puis pour apprendre l'anglais, c'est bon aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de monde même les anglophones, qui sont très bons en français. Donc, je voulais être certain de devenir bilingue. Donc, j'ai décidé d'étudier en Ontario. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Waterloo et en philosophie. Et après ça, ma maîtrise à l'Université de Carleton en administration publique. C'est sûr, moi, quand j'étais jeune, je suis né dans un bain politique vert parce que mon père s'est présenté plusieurs fois. Une fois pour le Parti vert du Québec en 1989, une fois en 1993 pour le fédéral. Donc, je suis comme né là-dedans, dans ces valeurs-là. Mm-hmm. Et après vos études, là, vous êtes revenu à Québec en 2011. Vous êtes spécialisé en gestion de risque. C'est ça, j'ai lu là, sur vous. J'ai fait des petites recherches. Là. Pourquoi est-ce que la gestion de risque, c'est quelque chose d'important pour vous dans le contexte actuel? C'est sûr que moi, je suis tombé sur la gestion de risque un peu par hasard, dans le sens que j'ai fait ma maîtrise en administration publique à Ottawa. Je suis revenu à Québec. J'ai travaillé 1 an au Conseil du Trésor, comme conseiller en développement durable. Puis après ça, je cherchais un autre emploi parce que c'était temporaire. Puis j'ai trouvé un emploi permanent comme conseiller en gestion de risque. Je travaillais à Retraite Québec. Maintenant, je suis rendu au ministère de la Justice. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la gestion de risque, vraiment, ça se rapproche de tout ce qui est, disons... pour le Parti vert, là, tout ce qui est prévention. T'sais, on pense beaucoup à prévenir la maladie là, avant d'être malade. Les enjeux publics, on sait qu'il y a des embouteillages, mais est-ce qu'on peut prévenir les embouteillages au lieu d'attendre que ça arrive puis trouver un remède après? Avoir une vision plus globale. Oui. Ça, par en haut comme en amont. Oui, ça se veut plus systémique ou écosystémique. Oui, je comprends. Puis l'autre affaire, c'est sûr, ce qui est intéressant en gestion de risque, c'est que d'abord, il faut regarder, on essaie d'anticiper qu'est-ce qui pourrait aller mal. On regarde ce serait quoi l'impact, puis après ça, la probabilité. Dans le cas de la crise climatique, en gros, les scientifiques ils nous disent que l'impact serait catastrophique ou presque, là, si on fait vraiment rien là, pour changer la tendance, et que la probabilité est élevée, ou voire même très élevée. Donc, moi, dans mon domaine en gestion de risque, ton risque est dans le rouge, c'est dans le piton, là, niaise pas, il faut que ça bouge. Oui, OK. Et est-ce que votre spécialisation en gestion de risque vous permet d'avoir une vision différente du monde? Est-ce que avant et après, ça a comme changé dans votre tête ou pas tant? La réponse peut être pas tant aussi, je sais pas. Ça dépend. Je te dirais, c'est parce que j'ai étudié la philosophie. Oui. Puis en philosophie, on regarde souvent des textes philosophiques, on regarde l'argument de l'auteur, puis on essaie soit de les renforcer ou de les défaire. Donc, ça développe un esprit très critique, très logique, critique. Puis en gestion de risque, ça ressemble à ça dans le sens qu'on essaie d'anticiper les problèmes avant qu'ils surviennent. Donc, il faut avoir un esprit très critique. Donc, des fois, je suis peut-être un peu trop critique. Je vois déjà les mauvais coups, puis je suis peut-être un peu anxieux dans ce sens-là, mais il faut prévenir. Mais des fois, ça peut être bien. Puis, je vais finir la petite parenthèse sur la gestion de risque. Là. Qu'est-ce qui manque à l'humanité pour pouvoir affronter les risques parce que là, je veux dire, il y a sûrement... On a des risques en humanité. Là, il y a le réchauffement climatique, le climat, etc. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il nous manque de la volonté ou est-ce qu'il nous manque quelque chose? C'est ça, la réponse classique serait de dire qu'il manque de volonté politique, sauf de courage. Arrêter d'être complaisant dans nos façons de faire. Sauf que, si je veux faire le parallèle avec la gestion de risque, souvent, moi, quand je fais des analyses de risque au travail, ce que je réalise souvent, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés à faire la différence entre un problème et un risque.
OK. Donc, pour les gens, un problème, ben, c'est des choses qui surviennent déjà. Hein, c'est déjà un problème. Les risques, les gens ont beaucoup de la misère à les voir, d'un. Et de deux, sont vraiment concentrés sur les problèmes. Donc, les gens, changement climatique, les crises climatiques, pour beaucoup de monde, je pense, ils ont l'impression qu'en ce moment, c'est pas encore un problème. On leur dit que c'est un risque. Ben, c'est un risque, c'est plus qu'un risque parce que ce serait catastrophique, la probabilité est très élevée. Mais ils ont de la misère à comprendre ça. C'est abstrait. Intellectuellement. C'est abstrait dans leur tête, dans le fond. Ouais. OK. Comment est-ce qu'on vient, parce que là, c'est à 18 ans que vous vous êtes présenté pour la première fois. Ouais. Comment est-ce qu'à 18 ans, on se dit, OK, je vais me lancer en politique? Oui, ben c'est ça. Donc, c'est ça, mon père avait déjà été impliqué en politique. Le Parti vert s'est présenté une fois pour l'ADQ aussi. Mm-hmm. Et pour moi, je te dirais, dès que j'avais l'âge de 10-12 ans, je réfléchissais déjà à des meilleures politiques publiques. Je lisais déjà la plateforme, le programme du Parti vert, du Canada, de l'Ontario, du Québec. Donc, je suis vraiment dans ce bain-là. Puis pour moi, c'était un peu comme c'était un objectif, là. J'allais me présenter en politique dès que je pouvais pour le fédéral ou le provincial. Puis ça a donné, bang, j'avais 18 ans. Donc. Est-ce qu'en faisant de la politique, selon votre expérience, on peut changer le monde? Comment est-ce que c'est possible de le faire, changer le monde en politique? Bien, c'est sûr que, tu sais, si on regarde les gros partis versus on va dire les tierces partis, là, les gros partis, donc c'est plus facile de se présenter, se faire élire, puis espérer changer des politiques. Souvent, les plus gros partis ont de l'establishment puis une ligne de parti plus dure aussi, là. Oui, c'est ça, j'allais dire. OK, excusez. Non, mais c'est ça. C'est parce que d'un côté, c'est plus facile, mais d'un autre côté, ils sont plus dans le promouvoir le statu quo ou très peu s'en éloigner. Tandis que se présenter pour un tierce parti ou un parti plus petit, clairement, on sort du statu quo, on veut proposer des alternatives, des solutions différentes. Sauf que c'est pas mal plus difficile parce que souvent, comme petit parti, on a moins d'argent, on est moins bien organisé. Alors, c'est tout un défi. Mais si je remonte en l'an 2000, quand je me suis présenté, où il y avait absolument 0 député vert au Canada, et que maintenant, il y en a 17 au Canada, 2 fédérales, 3 en Colombie-Britannique, 8 à l'île du Prince-Édouard, 3 au Nouveau-Brunswick, puis j'en oublie peut-être quelques-uns. Mm-hmm. Là. C'est un travail de longue haleine, mais c'est possible de faire une différence. Puis ça sera peut-être pas parce que je vais être élu, mais je contribue comme je peux. OK, mais je vais aller là-dedans. C'est peut-être une question plus difficile. Là. Qu'est-ce qui, après chaque élection depuis 2000, là, vous n'êtes pas élu, qu'est-ce qui vous motive à vous représenter à chaque fois? En fait, c'est juste ma deuxième fois. Quand je suis allé en Ontario, en 2008, je venais de terminer l'université. Puis il y avait une bonne candidate très crédible du Parti vert à Kitchener-Waterloo. Son mari avait une entreprise de panneaux solaires. Puis ma langue maternelle, c'est pas l'anglais. Donc, j'ai décidé que la meilleure façon d'influencer les choses, c'était de l'aider elle. Elle a eu 12 %, donc elle a bien performé. Puis je pense que globalement, ça a aidé parce qu'en Ontario, maintenant, à Guelph, ils ont un député vert. Puis je vous dirais, pourquoi 2019? Je vous dirais, récemment, j'ai réalisé que la passion que j'avais quand j'avais 12 ans, là, puis que je voulais me présenter pour le Parti vert à 18 ans, dans le fond de moi, c'est ça ma passion, c'est les enjeux publics. Et je me dis, c'est la meilleure façon pour moi de l'exprimer. De l'exprimer. Est-ce que, en fait, qu'auriez-vous à dire à nos jeunes auditeurs? Tu sais, mettons, moi qui ai 17 ans, là, moi, mettons que j'hésite de me lancer en politique. Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Qu'est-ce que vous auriez à me dire? Je vous dirais que si vous ressentez la passion des enjeux publics là, ou de ce qui se passe dans votre communauté, de ne pas hésiter à vous présenter ou sinon à faire du bénévolat, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça risque d'être plus difficile que vous pensez. Il faut s'y prendre tôt. Attendez pas le jour de l'élection. Si vous pensez que l'élection est dans 4 ans, préparez-vous aujourd'hui. Allez voir le parti qui vous intéresse, si vous voulez le faire au sein d'un parti. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer, pas juste les idées, les propositions, mais aussi la structure interne, l'organisation, où ils vont aller chercher les pancartes et les pliants, etc. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis c'est l'organisation. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Vers où est-ce qu'on s'en va, à votre avis? Je dirais que je suis ambivalent. Je suis un peu déçu dans le sens que là, je réalise que je me présente 19 ans plus tard, puis en 19 ans, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé tant que ça.
Donc, je me dis, si on arrive encore dans 20 ans puis que ça ne bouge pas plus, ça risque d'être pas mal pire selon les prédictions, là. Cela dit, moi, quand je vois des initiatives comme j'aime beaucoup Elon Musk, Tesla, les panneaux solaires, toutes ces affaires-là, ça m'encourage beaucoup. C'est plate que ce soit des milliardaires, entre guillemets, qui mettent la main là-dessus, parce que je pense que c'est tout le monde qui va faire son possible là-dessus. Mais je pense que c'est quand je vois des gens haut placés, puissants, qui s'y mettent puis qui y croient, ça m'encourage. Par contre, il y a l'Australie, ils viennent de réélire les conservateurs. Ouais. Donc ça, c'est décevant. Donc, j'espère qu'en 2019, les gens vont être mûrs, peu importe pour qui ils votent, pour voter pour, disons, de réels changements. Là. Mm-hmm. Et je vais finir avec ça. Ma réflexion de la semaine, c'est sur la politique, la démocratie. À votre avis, où est-ce qu'on est rendu démocratiquement, politiquement? Est-ce qu'on est encore aussi libre qu'avant? Est-ce qu'on vit encore dans une démocratie? Assurément. Je sais pas. Oui. C'est sûr que moi, je suis un partisan de la réforme du mode de scrutin pour que ce soit proportionnel. Mm-hmm. C'est comme ça dans la plupart des pays européens, puis ailleurs dans le monde aussi. Dans ces pays-là, les partis vont beaucoup plus collaborer, coopérer, travailler ensemble. Ouais. Ici, on n'est pas habitué. Non seulement c'est une petite guerre à chaque élection, mais même entre les élections, c'est une guerre perpétuelle. On n'est pas censé dire qu'on est d'accord avec le parti au pouvoir ou avec nos autres adversaires dans l'opposition. C'est tous des ci et des ça. Donc, non seulement ça nuit au climat politique, mais ça nous empêche de progresser comme société. Parce que, tu sais, dans le fond, là, les gens, madame, tout le monde, là, peu importe de quel parti ils sont, je suis sûr que la plupart du monde, on peut très bien s'entendre puis trouver des moyens d'avancer. Ouais. Les partis politiques, la classe politique devrait faire pareil. Mais pour ça, malheureusement, ça passe beaucoup par un changement du mode de scrutin. Oui, effectivement, mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Vous écoutez l'édition du 6 août 2019 de Changeons le monde. Samuel Moisanda, merci beaucoup d'être passé à l'émission Changeons le monde. C'était vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci Et à beaucoup. tout le monde qui écoute, je vous souhaite également une excellente journée.